Bonjour à tous, je m'appelle Mégane Perrin, je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel sur Place à Emporter et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux, mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Anouk, une jeune entrepreneuse qui est la cofondatrice de Juste Ici. Juste Ici, c'est un site de vente en ligne de produits provenant de l'agriculture raisonnée et zéro déchet. Des produits 100% locaux basés sur l'île, dont la livraison s'effectue à vélo. Et restez jusqu'au bout car elle va vous donner tous ses meilleurs conseils pour oser et réussir à vous lancer. Bonjour Anouk. Bonjour Mégane. Tu vas bien? Bah écoute, ça va super et toi? Oui, nickel. Je suis très contente de te recevoir pour ce podcast, ça me fait très plaisir. Ah bah écoute, moi de même. Eh bien, tant mieux. C'est ton premier podcast? Oui, tout à fait. Ah ben super. C'est une grande première, du coup, je suis contente d'inaugurer ça. Bah voilà, écoute, moi aussi, c'est chouette. Super. Eh bien, si tu veux, pour commencer, je t'invite à te présenter rapidement. En même temps, si tu peux me dire, eh bien, ton animal totem, comme ça pour la présentation, c'est un peu plus fun, j'aime bien. Et voilà, un peu tes études, ton parcours, ce qui t'a amené à créer ton projet. Et comme ça, après, on parle un peu plus en détail de ton entreprise. Ok, pas de souci. Bah, je suis Anouk Masson, j'ai 22 ans. Alors, mon animal totem, je dirais que c'est le rouge-gorge. Alors, absolument pas pour l'apparence, parce que je suis fan d'ornithologie et déjà, il y a tellement de comportements différents parmi les oiseaux. Forcément, j'ai choisi un oiseau particulier. C'est un oiseau qui est assez amusant parce qu'on le voit beaucoup, enfin, en tout cas, celui qui est dans mon jardin, je le vois souvent en hiver et en été, il se cache dans les buissons, etc. Et en fait, ça me fait penser un petit peu à mon comportement face au travail, c'est-à-dire j'ai des moments de rush et des moments où j'ai besoin de me mettre en retrait, de faire le point. C'est un peu comme, comment dire, c'est un peu le cycle jour-nuit, c'est-à-dire la nuit, tu dors, tu te reposes et pendant la nuit, tu rêves et ton cerveau se réorganise. Moi, j'ai aussi des cycles comme ça sur des plus longs termes, mensuels, hebdomadaires ou annuels. Et des moments où j'ai besoin de faire le point pour que mon cerveau s'organise. C'est un peu comme quand tu as du mal à voir où tu vas, où tu es bloqué, tu quittes une place un peu en bazar, tu vas t'aérer l'esprit et quand tu reviens, tu fais ah oui, c'est vrai que ça, c'est pas rangé au bon endroit et tout, tu te réorganises et ça va mieux, ça te permet de te ressourcer et puis de revenir plein d'énergie. Bah, c'est un peu mon fonctionnement, ma façon de fonctionner. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet animal. Oui. Et sinon, au niveau de mon parcours, je saute un peu du coq à l'âne. Euh, Moi, j'ai fait un bac S, fait maths à Saint-Omer, dans le nord de la France. Ensuite, j'ai poursuivi par une école d'ingénieur en informatique industrielle. C'est une formation de Centralille qui est basée à Lens, qui s'appelle l'IG2I. Alors pourquoi j'ai choisi cette école? C'est compliqué parce qu'à la base je savais absolument pas où j'allais. Je voulais faire quelque chose de très général. Je voulais aller en prépa pour avoir encore 2 ans, le temps de réfléchir, savoir ce que j'allais faire après. Et en fait, j'avais un dossier un peu médiocre, on va dire. Et en fait, les prépas, c'était juste sur dossier. Et par contre, l'IG2I, c'était sur concours. Et j'ai eu le concours. Et je suis rentrée à l'IG2I comme ça. En fait, j'ai été passionnée quand j'ai fait les portes ouvertes par les projets. Je suis fan de projets. Je trouve enfin, les projets en général, je trouve ça génial de travailler en équipe sur quelque chose, le faire aboutir. Je trouve ça vraiment chouette. Et il y avait beaucoup de projets dans la formation IG2I. C'est ça qui m'y a attirée. Et actuellement, donc, je suis en 5e année. Voilà. D'accord. Super. Et donc, si tu peux me parler un petit peu de ton projet, qu'est-ce que c'est? C'est un site de vente en ligne de produits provenant de l'agriculture raisonnée et zéro déchet, que des produits locaux. On est basé sur l'île et en fait, on fait la livraison à vélo. Ça a ouvert hier au préinscrit, hier soir, donc c'est vraiment tout frais. Ça fait à peu près 2 ans que je travaille dessus. Et donc voilà, on a
à ce jour, on a 18 producteurs et artisans et à peu près 160 produits sur la plateforme. Donc voilà, pour un petit lancement, et on va continuer à travailler dessus pour le faire grandir avec nos clients et nos fournisseurs. Trop bien, c'est un super projet, je trouve ça génial. Merci. C'est vraiment top. C'est vrai, comme je t'avais dit, ça fait vraiment partie de mes valeurs aussi, et donc j'aime beaucoup ce projet. Bon, après, j'aime tous les projets, hein, bien sûr. Mais le tien, j'aime vraiment beaucoup. Et comment cette idée, toi, t'es venue? Alors, en fait, c'est compliqué. J'ai commencé à avoir l'idée il y a 2 ans. En fait, entre la 3e et la 4e année à l'IGD2I, on a 9 mois de stage. On a 3 mois de stage à l'étranger et ensuite 6 mois de stage dans une entreprise en France, ou à l'étranger, comme on veut. Et en fait, pendant ces 3 mois de stage, je suis partie en Irlande du Nord, où ça m'a fait vraiment une coupure dans mes études, dans ma vie, en fait, même de base, parce qu'au final, le but de ce stage, c'est vraiment de parler anglais, et on peut faire ce qu'on veut. Du coup, moi, j'étais dans une auberge de jeunesse, je travaillais là-bas en tant que volontaire. Et comme on n'avait pas beaucoup d'heures de travail et beaucoup d'heures pour nous, je faisais beaucoup de longues balades, je prenais du temps en fait pour moi, pour faire un point sur ma vie, et je me disais mais en fait j'aime bien ma formation, mais c'est pas ça que je veux faire plus tard. Il me manque quelque chose, et je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont guidée, qui m'ont aidée, et en fait je me suis rendu compte, mais l'écologie c'est vraiment un sujet qui me touche vraiment à cœur. J'ai vraiment envie de travailler pour ce projet-là. Comment, je ne sais pas. J'avais juste vraiment cette envie-là. Et en rentrant en France, je me suis dit, mais je vais me lancer dans le zéro déchet. Ça y est, je vais commencer petit à petit à prendre des habitudes. Et en fait, j'ai eu une très mauvaise expérience où j'ai commandé sur un site français c'est super drôle parce que c'est totalement anecdotique, mais c'est vraiment cet élément déclencheur-là qui m'a fait tout poursuivre. J'ai commandé un auriculi sur un site français en me disant bon, c'est pas grave, je trouve le même à 3 € sur Amazon, mais c'est pas grave, je vais le payer 12 € sur ce site français, au moins c'est français. Et en fait, je l'ai reçu 3 semaines après dans un emballage en plastique marqué Hong Kong dessus. J'étais tellement dégoûtée. En fait, c'était un site de dropshipping et je m'étais fait avoir vraiment comme un pigeon. Et Oh là je me là. suis dit, mais c'est pas possible. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches, etc. Et je me suis dit, mais il manque des sites français qui recensent des produits faits en France, zéro déchet, par exemple. Et en fait, j'étais vraiment partie sur cette optique de produits uniquement zéro déchet. Et donc voilà comment s'est lancé le projet. J'ai commencé à faire des recherches, à me renseigner sur le sujet, et petit à petit à contacter des potentiels clients, de potentiels fournisseurs, etc. Et à la base, c'était que du zéro déchet, pas de culinaire. C'est que D'accord. plus tard que j'ai rencontré Vanessa et on a décidé de fusionner nos projets parce qu'elle travaillait sur, on va dire, copie conforme de ce projet-là, mais qu'avec des produits culinaires. Et en fait, lors de nos études de marché respectives, on s'est rendu compte que moi, mes potentiels clients me disaient, mais c'est bien ton projet, mais si je peux pas acheter mes courses de la semaine avec des produits revenant de l'agriculture raisonnée ou bio ou autre, bah, c'est super, mais je vais devoir aller à la fois au carrefour du coin et ensuite revenir sur ton site pour acheter le reste. Ça serait bien de tout avoir en une fois. Et mon associée Vanessa a eu la même réflexion en fait de son côté pour les produits zéro déchet. Et donc voilà, voilà comment Juste Ici est né. D'accord, trop bien. Trop bien. Bah, du coup, le nom prend tout son sens. Oui. Et, et est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes étapes qui t'ont amené voilà, à sortir Juste Ici? C'est super intéressant, surtout voilà, que tu as déjà bah, t'as lancé ton entreprise. Donc, est-ce que tu as des petites étapes clés que tu pourrais nous parler? T'as commencé par quoi? Est-ce que c'est par une étude de marché, tout ça? Et puis, je sais aussi, enfin personnellement, ça m'intéresse beaucoup de savoir, du moins de ce que tu peux nous dire, de comment t'as fait ta recherche de fournisseurs. Ça, c'est super intéressant. Ah oui, 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 tout à fait. Alors, au tout début, ça partait vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire,
De août 2019 à décembre 2019, vraiment, ça partait dans tous les sens. C'est-à-dire, je voulais faire une plateforme qui fasse tout, qui propose des formations, qui propose des services, qui propose des produits, vraiment des ateliers aussi. Et du coup, je me renseignais vraiment sur tous ces sujets et je contactais alors, pour les fournisseurs, au début, je contactais plutôt des personnes qui étaient artisans dans des domaines très précis et je leur demandais justement ce qui les intéressait, leurs problèmes, etc., pour voir si mon projet les intéressait, si potentiellement il avait de l'avenir. Et en fait, mon premier vrai acte concret, c'était de participer au Startup Weekend de Cergy Pontoise en décembre 2019. Et là, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Parce que jusque-là, j'avais l'idée, je faisais des recherches, mais pour moi, c'était pas très concret. Je me disais, bah, ça se trouve, dans 3 mois, j'arrête. Et puis voilà, c'était juste un délire du moment. Et une fois que j'aurai mes bonnes adresses, bah, c'est tout. Je me suffirai de mes bonnes adresses, je m'occuperai de mon petit truc. Et puis voilà. Et en fait, j'ai participé à ce Startup Weekend pour voir un petit peu ce que valait mon projet. Je ne sais pas si tu connais le concept du Startup Weekend. Alors non, pas du tout. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est? En fait, pendant 54 heures, tu es plongé avec une équipe de personnes que tu connais ou tu ne connais pas sur l'élaboration d'un business model. Et en fait, tu arrives le vendredi soir, tous les porteurs de projets. Alors, tu peux venir avec ou sans idée. Et si tu as une idée, tu viens la pitcher pendant 1 minute devant tout le monde. Et à l'issue de ça, il y a les équipes qui te forment et tu travailles avec ton équipe pendant tout le week-end. Et le but, c'est que le dimanche soir, tu présentes ton projet et tout le travail que tu as fait dessus devant un jury de professionnels. Ça peut être des incubateurs, des investisseurs, des chefs d'entreprise qui évaluent si ton projet est viable ou pas. Et ensuite, ils te remettent les prix en fonction de si tu finis premier, deuxième, troisième. Voilà. Et en fait, j'ai participé du coup à un Startup Weekend en décembre 2019 pour présenter mon projet. D'accord. Et donc ça t'a pas mal aidé à avancer. Du coup, c'est à ce moment-là vraiment où il y a eu un gros déclic pour l'avancée du projet? Ouais, carrément. Bah, en fait, j'ai été surprise, mais j'ai remporté le premier prix. Je suis arrivée avec juste mon idée, je connaissais personne. Et on a formé une équipe, on a bossé sur le projet tout le week-end. Et en fait, ouais, je suis repartie avec le premier prix, tout étonnée parce que je m'attendais pas du tout à finir première avec ce projet-là, parce qu'il y avait d'autres projets qui étaient vraiment super bien structurés, avec des équipes au top, etc. Et du coup, ça a été le déclic pour moi. Ensuite, quand j'ai fini ça, je suis rentrée, je terminais mon stage, j'étais depuis 6 mois en stage sur Paris et je suis revenue à l'école. Et en fait, en 4e année, on te propose de commencer à préparer ton projet de fin d'études pour la 5e année. Et j'ai vu avec mon référent pour travailler mon projet de fin d'études sur mon projet entrepreneurial, en fait. D'accord. Mais c'est trop bien que tu aies eu le premier prix. C'est trop, trop bien. Et donc à partir de ce moment-là, donc t'as dit voilà que tes étapes ça a été de faire ta recherche au niveau de si ton idée allait plaire, tout ça. Après donc t'as fait cet événement, t'as participé à cet événement et ensuite ça a été quoi les grandes étapes de ton projet? Merci. Alors ensuite, du coup, j'ai continué c'est vrai que j'avais commencé pendant le stage, je m'étais rapprochée de la CCI, mais en fait, mon conseiller, on va dire, avait pas l'air du tout de croire en mon projet. En même temps, j'étais jeune, j'arrive avec mon petit PowerPoint pour lui présenter mon idée et tout. J'étais tout feu tout flamme, et lui, il me regardait, l'air de dire non mais j'en connais plein des gens comme toi, tu vas abandonner au bout de 3 semaines. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait un peu dégoûtée. Heureusement, le Startup Weekend est arrivé et ma motivation est repartie en me disant mais c'est vrai, il y a du potentiel en échangeant avec des personnes. C'est vrai que ça matchait pas mal avec beaucoup euh, il y avait de la demande en fait. Et je me disais bon, il y a quelque chose à faire, je vais creuser un petit peu. Et j'ai continué du coup durant mes études. En 4e année, il y avait quelques heures qui étaient allouées
à la préparation du projet de fin d'études de 5e année. Donc j'ai poursuivi mon projet pendant ce temps-là. Bon, le soir aussi, en fait, je travaillais pas mal dessus. Et en juillet, donc juillet 2020, j'ai rencontré un coach en entrepreneuriat qui s'appelle Renaud Boudry, qui m'a mis en relation avec Vanessa, mon actuelle associée, en me disant mais en fait ça matcherait vraiment bien entre vous, il faudrait que vous vous rencontriez. Et du coup on s'est rencontrés avec Vanessa en août et en effet on s'entendait super bien, on avait la même vision du projet, court, moyen, long terme. On se disait il y avait beaucoup de choses qui collaient, on s'entendait très bien. Et du coup, on a décidé de poursuivre ensemble. Et du coup, ça fait depuis août qu'on travaille à deux. Moi, du coup, pendant les 6 premiers mois, là, jusqu'à fin janvier 2021, j'ai travaillé sur le projet pendant mes heures de projet de fin d'études et beaucoup à côté aussi parce que quand tu ancres ton projet dans tes études, le problème, c'est qu'au début de l'année, tu dois dire, bah voilà, pour acquérir les compétences, etc., tu dois établir un cahier des charges et le respecter. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a des choses qui évoluent et ton projet ne correspond pas vraiment au cahier des charges que tu avais élaboré au début. Et du coup, j'avais peut-être un double... C'était compliqué des fois à gérer parce que je devais gérer à la fois pour l'école ce que j'avais convenu au début. Et des fois, il y avait des choses qui changeaient et du coup, je bossais à côté avec Vanessa sur le vrai projet, entre guillemets. Donc des fois, c'était un peu folklore, il y avait un petit décalage, mais c'était super intéressant et enrichissant d'avoir le suivi des professeurs et leur point de vue pédagogique, quoi. C'était vraiment top. Ah bah ouais, c'est clair. C'est vrai que beaucoup d'étudiants qui montent leur projet en parallèle, enfin avec les cours, qui peuvent avancer pendant les cours, ça les débloque pas mal. Donc c'est vraiment vraiment bien que tu aies pu avoir cette aide. Du coup, depuis février, je suis à plein temps sur le projet parce qu'en fait, j'ai l'avantage d'avoir le statut étudiant-entrepreneur. Je ne sais pas si lors de tes précédents podcasts, certains en ont parlé ou pas de ce statut, mais ça pourra en aider plus d'un, je pense. Bah vas-y, je t'en prie, si tu peux le détailler, parce qu'on on l'a pas trop abordé vraiment dans les détails, donc ça serait super intéressant que tu puisses en parler. Ok. Alors en fait, c'est un statut qu'on peut avoir en tant qu'étudiant. Il faut faire la demande auprès d'un organisme qui s'appelle Pépite. Et en fait, ce statut permet justement d'avoir des heures allouées à ton projet et remplacer des heures pédagogiques. Si par exemple, ils te disent que ton projet va te permettre d'avoir des crédits ECTS qui remplacent certaines matières, tu vas pouvoir travailler sur ton projet avec l'accompagnement de professeurs et valider des matières au travers de ton projet. Et à côté de ça aussi, ton stage de fin d'études, tu peux le substituer par un temps plein sur ton projet. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc voilà pourquoi depuis février je suis à plein temps sur mon projet. On est suivi par une personne. J'ai un coach attitré de Pépite qui me guide toutes les semaines, qui fait des points avec moi pour voir où en est le projet, comment s'organiser, qui me débloque des points, qui me met en relation avec des personnes. C'est vraiment chouette. Et là, depuis 2 semaines, ils ont mis en place un programme vraiment chouette où on a des intervenants qui viennent nous faire des cours sur plein de domaines. Là, dernièrement, il y avait le bien-être au travail. C'était hyper intéressant. Suivant je crois que je ne me rappelle plus du nom exact, mais suivant ta biologie, biochronologie, je crois, ça s'appelle. En fait, tu sais à quel moment dans ta journée tu es le plus péchu pour travailler, les moments où tu es moins péchu et du coup tu dois faire des tâches qui demandent moins de concentration, etc. Donc c'était très intéressant. On a des intervenants sur de la communication juridique, etc. Tout ça. Et ils nous mettent à disposition un espace de coworking, donc c'est vraiment top. Non, c'est un accompagnement très complet et je le recommande pour pas mal de monde.
Mais tu vois, je connaissais de nom Pépite, mais je savais pas du tout. Enfin, je trouve ça super bien le fait que ça puisse remplacer, valider du moins des crédits ECTS, de pouvoir bosser sur son projet. En fait, ça, je trouve ça trop trop bien et c'est des choses qu'on sait pas. Même, enfin, moi, je savais pas du tout et je pense que ça peut booster des étudiants à avoir ce statut pour pouvoir se lancer et travailler sur leur idée de projet. Je trouve ça trop bien. Ouais, carrément. Ouais, d'accord. Non, vraiment, vraiment trop bien. Mais heureusement enfin, c'est bien que tu l'aies détaillé comme ça. Je pense que ça aura mis de la lumière là où il y avait quelques zones d'ombre. Donc super. Et et donc après ça, oui, voilà pour la recherche des fournisseurs, comment tu t'es pris? Est-ce que tu cherchais sur l'ordinateur, enfin sur internet ou enfin comment ça se passait? Est-ce que toi tu te déplaçais, tu parlais enfin tu disais que tu avais lancé ton projet et tu essayais de les rallier à ta cause, ça se passait comment? Alors au tout début, c'est vrai qu'il y a un point sur lequel j'étais pas vraiment au top, c'est que j'avais peur d'aller, enfin «peur» entre guillemets, d'aller au devant des gens. C'est-à-dire, je préférais les contacter, par message ou par mail. Je décrochais, jamais mon téléphone et en fait, c'est quelque chose que j'ai appris avec Vanessa. On a suivi une formation, qui est proposée par une entreprise qui s'appelle Start the Fuck Up et qui aident les projets à voir le jour. En fait, ils aident de l'idée à la création de l'entreprise. Et vraiment, ils ont un accompagnement génial. Et en fait, ils nous ont dit, mais arrêtez, allez au-devant des gens, etc. Et ça nous a appris à arrêter de faire des études de marché quantitatives, mais plutôt qualitatives. C'est-à-dire, moi, j'avais tendance à faire un questionnaire sur Google Forms, à l'envoyer à des potentiels clients ou potentiels fournisseurs en leur envoyant des mots personnalisés, en disant, bah voilà, j'ai vu, vous faisiez ci, ça, ouais, je suis en train de travailler sur ça. Est-ce que ça vous ennuierait de répondre à mon questionnaire ou pas? Ça m'aiderait beaucoup. Et en fait, on perd beaucoup d'informations dans ces questionnaires-là. Alors, c'est bien pour avoir une vue globale, mais on n'a pas toutes les nuances des problèmes, des questionnements ou enfin, toutes les choses que les personnes pourraient apporter lors d'un entretien téléphonique ou une rencontre. Et du coup, on a opté pour notre étude de marché pour l'entretien téléphonique à cause forcément de la crise sanitaire. On ne pouvait pas forcément se déplacer et aller à la rencontre des gens, sinon on aurait beaucoup aimé le faire. Mais on a pris l'habitude de décrocher notre téléphone, contacter les personnes et leur demander 30 minutes à 1 heure, 1h30 de leur temps, et puis on leur posait des questions sur les problèmes qu'ils rencontraient, sur leur travail, sur plein de choses, et puis pour ensuite affiner notre projet par rapport à leur retour. D'accord, OK. Mais très très bons tips en tout cas. Et donc après ces fournisseurs que vous avez contactés au tout début, pour votre étude de marché, ceux qui étaient potentiellement intéressés, vous êtes revenus vers eux pour dire: «Bah, ça y est, Juste Ici c'est lancé, est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure?» Ou je sais pas si tu as fait autre chose? Exactement, exactement. En D'accord. fait, les fournisseurs déjà, quand on les démarchait pour faire une étude de marché, on les choisissait déjà pour qu'ils correspondent vraiment à notre cible. C'est-à-dire, on a une charte pour sélectionner nos fournisseurs. En Allô, fait, ce allô? qui est compliqué dans l'agriculture raisonnée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de agriculture raisonnée, c'est tout et rien. Il faut Ah, vraiment mettre des limites et expliquer parce que quand tu dis bio ou pas bio, bah t'as le label ou tu l'as pas. Mais mmh agriculture raisonnée, c'est un peu plus vague. Et du coup, pareil pour le zéro et déchet, c'est assez vague comme concept. C'est difficile d'en faire une définition vraiment carrée. Et du coup, on a décidé de reprendre sur les différents cahiers des charges des labels les plus importants. On a repris les critères qui nous semblaient les plus importants. Et en fait, on a sélectionné nos fournisseurs par rapport à ça. Donc, on faisait des recherches Internet. Ça nous a pris un temps monstrueux. Tu peux pas t'imaginer de faire tout ce boulot-là et de voir dans la région qui correspondait à notre cahier des charges pour contacter ces personnes-là et échanger avec elles.
Et du coup, voilà, c'est ce qu'on a fait pour l'étude de marché. Ensuite, on a élaboré un premier MVP. On a eu quelques bisbouilles avec, et c'est le jeu du projet. Ensuite, en effet, on a fait des bêta-tests aussi, c'est-à-dire juste avant de le mettre en ligne, pendant 3-4 semaines, on a contacté des potentiels clients pour leur faire tester notre plateforme, notre site, leur dire voilà, qu'est-ce qui va pas, quelles informations vous aimeriez trouver, qu'est-ce qui vous choque, est-ce qu'il y a quelque chose, un petit truc qui fait la différence, est-ce que vous comprenez notre proposition de valeur, qu'est-ce que vous retenez, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, enfin vraiment avoir une idée vraiment précise de ce que les gens ressentaient en allant sur notre site pour l'améliorer et guider vers ce vers quoi on voulait aller. Et pour les fournisseurs, c'est pareil, en fait, on leur a fait tester la plateforme en leur posant des questions. Et on les a aidés à rentrer tous leurs produits, c'est-à-dire la quasi-totalité des produits qu'on a aujourd'hui sur la plateforme, on les a tous accompagnés pour les enregistrer. D'accord, super. Et ok, nickel. Moi, c'est pas mal de boulot du Allô? coup. Oui, ouais, c'est clair. Ça nous a pris pas mal de temps, mais c'était super intéressant. Vraiment très, très enrichissant de passer du temps avec ces artisans et ces producteurs. C'est vraiment une richesse et on apprend énormément à leur côté. Ils sont vraiment top. En tout cas, tous ceux qu'on a rencontrés, c'est vraiment des gens bien. C'est vraiment génial. C'est une expérience très enrichissante en tout cas. Et mince, j'avais une question qui m'était venue. Oui, pour votre site internet et enfin pour votre plateforme, enfin tout ça, c'est tout vous qui faisiez, enfin vous faisiez tout toute seule ou je sais tout à l'heure tu m'as parlé d'une équipe, donc je sais pas si vous êtes que deux ou s'il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous. Oui, de Start the Fuck Up, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors eux, ils sont juste là pour nous guider. On a un coach attitré, mais sinon, ils font rien pour nous. Enfin, de concret, je veux dire, ils n'ont pas développé le site, etc. Non, on a opté pour faire un premier prototype pour du no-code. On n'a pas développé la plateforme, même si j'ai une formation en informatique et que je pourrais dans l'absolu le faire, ça prendrait beaucoup de temps. Donc, on est parti sur une solution de no-code où on a implémenté différents logiciels en fait pour arriver à notre solution actuelle. D'accord. Ok, ok. Ouais, vous avez vraiment fait tout toute seule, quoi. Oui, c'est ça. Je voulais savoir au niveau de la communication, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez établi un plan média, un plan de contenu, par exemple? Comment ça s'est passé? Ou est-ce que vous faites ça un peu au feeling actuellement? Alors actuellement, j'avoue, on fait ça un peu au feeling. C'est pas bien du tout. Il faudrait qu'on prenne le temps, mais ni l'une ni l'autre, on est des expertes en communication et marketing. Du coup, on s'y accroche, on essaye au moins de faire une publication par semaine. C'est vrai que c'est peu, mais on essaye de prendre un rythme déjà, même si c'est un rythme lent. Et après, on l'accélérera en fonction du feeling aussi. Si on a des choses à dire, forcément, on va publier. Mais on essaye de faire au moins une publication par semaine sur les réseaux, mais c'est vrai que c'est pas évident du tout. On a du mal de ce côté-là, et c'est un vrai challenge. Après, on va se former au fur et à mesure. C'est pas insurmontable. Oui, 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 c'est sûr. Mais après, par exemple, je pense que enfin, ce qui est intéressant aussi, je sais pas si c'est dans votre démarche, mais je sais, par exemple, moi, j'aime bien suivre donc notamment une marque de vêtements éco-responsables, et c'est vrai qu'ils montrent un peu tous les backstage entre guillemets. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'ils nous emmènent un peu avec eux dans les usines, voir leurs fournisseurs. On est vraiment pris avec eux dans leur univers et ça nous transporte. Et je trouve en tant que stratégie de communication, je trouve ça super intéressant. Donc je sais pas après si vous c'est quelque chose que vous aimeriez faire ou si c'est dans votre voilà dans vos pas dans vos valeurs, mais si c'est ce que vous avez imaginé pour la com. Mais je trouve que c'est trop intéressant et surtout dans le enfin vu que t'es dans tout ce qui est éco-responsable tout ça, je trouve que c'est super intéressant. Je sais pas ce que t'en penses.
Ah oui, non, mais carrément. Je suis à fond là-dessus. En effet, en fait, au fur et à mesure, en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de travail et qu'on prend pas forcément le temps. Mais on aurait énormément de choses à dire au final, parce que des fois, on fait des choses, on se dit, ça serait super intéressant de faire un petit post sur ci, sur ça, mais on prend pas le temps parce qu'au final, ça prend du temps. Et il faudrait presque une troisième personne à temps partiel pour s'occuper de ça et planifier, etc. C'est vrai qu'au début, on avait commencé tout un planning justement pour nos postes, etc. Sauf qu'en fait, comme on a beaucoup de choses qui changent toutes les semaines, eh bien, on a eu du mal à le mettre en place et à le respecter. Enfin, le mettre en place, oui, le respecter, c'est autre chose. Ah oui, d'accord. Et après, est-ce que vous pouvez, avec votre statut, embaucher des personnes, par exemple même des alternants, oui, voilà, ou des petits freelances à mi-temps, comme tu disais, ou c'est pas possible? Du coup, justement, on a une stagiaire qui va venir d'ici au début du mois de mai, donc la semaine prochaine, qui va nous aider sur tous ces plans-là. Et on a plein de choses à voir de toute façon, donc ça va être super chouette d'avoir euh, qu'elle apporte ses connaissances en marketing et en communication. Je trouve ça génial parce que nous, on en a besoin. Et elle, on lui fera découvrir toute la partie entrepreneuriale du projet. Je pense que ça va être une symbiose très enrichissante, vraiment. Ah, ouais, c'est vraiment top que vous preniez des stagiaires. Enfin là, ouais, une personne, je trouve ça trop trop bien. Bon, eh bien, je pense que on peut passer à la petite pause anecdote. Allez, c'est parti, je lance le jingle. Ah, j'ai plein de choses à raconter. En fait, les galères, on en a eu beaucoup, surtout dernièrement. Ouais, il y en a quelques-unes qui sont sympas. Déjà, tu sais, je t'ai dit qu'on développait le site nous-mêmes. Oui. Sauf qu'en fait, on a utilisé une plateforme no-code à la base. On nous avait conseillé celle-là en nous disant mais vous inquiétez pas, elle fait exactement tout ce que vous voulez, c'est ce que vous cherchez. Fermez les yeux si vous voyez que c'est pas top top. De toute façon, c'est un premier prototype, vous en faites pas. Rêvez pas d'avoir un truc comme Amazon. Et en fait, à une semaine du lancement, on se rend compte qu'il y a des fonctionnalités comme la livraison ou des choses vraiment, mais dont on peut pas se passer en fait, qui ne fonctionnent pas sur cette plateforme. On peut pas les mettre en place, on peut pas les programmer. Il est pas du tout flexible comme logiciel. Et là, on se dit oh non mais c'est pas vrai. Du coup, on a dû reporter l'ouverture qui à la base était le 15 mars. Donc tu te rends compte, c'est il y a un mois et demi quasiment. On a dû reporter, on a tout refait sur une autre plateforme. Et là, ça a été, mais ça nous a pris du temps, quoi, de tout refaire. Et deuxième fausse joie pour l'ouverture. La deuxième ouverture était prévue le 19 avril. 3 jours avant, il y a les assurances qui nous lâchent en disant ah oui, il y a une petite bisbouille là parce que votre code APE, machin, truc chouette. En fait, on vous assure pas. Et du coup, Oh là 3 là. jours avant l'ouverture, on a fait bon bah écoutez, on est désolé, on a un problème avec l'assurance, on va pas pouvoir ouvrir lundi. Vraiment, coup sur coup, la deux galères. Et là, c'est bon, on est ouvert, tout va bien, tout est OK. Mais c'est vrai que quand t'as ça qui t'arrive, c'est pas vrai. Quand est-ce qu'on va ouvrir? Oh là là. Je voulais savoir, tu parlais d'assurance, mais comment ça se passe? Si t'es pas assuré, tu peux pas ouvrir? Enfin, c'est quoi du coup que tu assures? Alors là, il fallait, enfin, pour notre cas, il fallait qu'on assure nos locaux parce que forcément, on manipule des denrées alimentaires, des produits froids aussi, donc de la viande, des, du, des produits laitiers et tout ça, il faut l'assurer. Et en fait, notre responsabilité civile n'était pas sur la même assurance que notre assurance pour le local. Et du coup, bon, il y avait des petites bisbouilles de ce côté-ci aussi. Enfin, donc il y avait des petites choses qu'il fallait mettre au clair et les assurances c'était pas très chouette de ce côté-là. D'habitude, les assurances ça va super vite, en 24 heures, c'est bon, tu es assuré.
Sauf que là, en fait, ils ont retourné leur veste au dernier moment et du coup, nous, on n'a pas pu agir pour ouvrir à temps. D'accord, OK. Je savais pas du tout, ouais, qu'il fallait assurer tout ça, OK. OK, OK. Et tu parlais un peu de manipulation des aliments, tout ça. Est-ce que c'est obligatoire, par exemple, je sais pas, hein, mais de passer, je sais pas, une formation, d'hygiène pour tout ce qui est l'alimentation? Ou là, dans votre cas, vu que c'est pas vous qui concevez vraiment la nourriture, c'est pas obligatoire? Alors ça dépend. Si on transforme les aliments, il est nécessaire ou je veux dire, si on fait de la consigne, par exemple, on achète du gros et qu'on met en plus petit bocal, là, on manipule vraiment les denrées périssables et il faut passer une formation qui s'appelle HACCP. Et nous, c'est pas obligatoire parce qu'on ne fait pas ça. On les stocke juste et on les met en panier, on les livre. On ne touche pas à la nourriture. Du coup, c'est recommandé de la faire. Moi, je vais la faire prochainement. C'est prévu pour avoir les grandes bases, mais c'est pas obligatoire. D'accord. OK, OK. Et ouais, je connaissais pas du tout, l'intitulé de la formation. Enfin, je savais que certains le faisaient dans le domaine de l'alimentation, mais après je savais pas du tout ce que c'était. Et hem et donc au niveau de la livraison, vu que il y a toute une partie livraison, donc même à vélo, tu m'avais dit. Comment ça se passe tout ça? Donc tu as des locaux, après est-ce que tu as des personnes que tu embauches pour t'occuper de la livraison? Ou c'est toi qui fais tout toute seule? Ouais, dans un premier temps, du coup, Vanessa et moi, on livrera nous-mêmes à vélo. Mais on aimerait bien, une fois que ça se développe, embaucher des personnes pour nous aider à faire la livraison, bien sûr. Parce que si on commence à faire du volume, on sera plus capable à deux, avec nos petites jambes, de livrer tout le monde à vélo dans les centres-villes de Lille. Ça va être compliqué. Ah oui, oui, j'imagine. Je pense qu'on peut passer aux petits conseils que tu aurais à donner donc à ton ancien toi ou bien sûr aux futurs entrepreneurs qui ne se sont pas encore lancés, qui ont une petite idée en tête, mais voilà, qui n'osent pas, qui ont peut-être un peu peur ou il leur manque peut-être des petits tips. Donc si tu as des choses à leur prescrire, ce serait volontiers. Ouais, 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 carrément. Ce que vraiment le conseil, c'est d'oser, parce que vraiment, il n'y a rien à perdre. Qui ne tente rien n'a rien. C'est vraiment ça en fait, parce que il y a vraiment avec ce projet, j'ai pu échanger avec des personnes avec lesquelles je pensais jamais pouvoir échanger. Par exemple, j'ai encore une anecdote drôle. C'était justement en décembre, peu après le Startup Weekend. Ce qu'on continue à développer d'ailleurs avec Vanessa, c'est la traçabilité des aliments et des produits zéro déchet. Et moi, j'avais déjà l'idée de faire une traçabilité carbone des produits au début du projet. Et qui interrogeait sur le sujet de mieux que Monsieur Jancovici. Et en fait, je m'étais dit, mais il est inatteignable. J'avais lu son site, etc. C'était passionnant. Et puis, je voyais il a fait tout un encart sur comment me contacter. Il est marqué, bon, pour les projets étudiants, bon, si je vous réponds dans les 3 mois, c'est bien. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais quand même lui envoyer un petit mail parce que j'avais des questions assez précises sur l'empreinte carbone. Et je lui ai envoyé un petit mail, mais assez concis en disant, bah voilà, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Du coup, en bleu, vous voyez ma question et en noir, c'est toute l'explication de mon projet actuel sur lequel je travaille. Donc, si vous voulez aller à l'essentiel, juste lisez ce qui est en bleu et si vous pouvez me répondre, ce serait top, quoi. Globalement, c'était ça. Et en fait, le lendemain matin, je me réveille. Je me rappelle parce que c'était au moment de Noël, c'était le 24 décembre. Et là, je reçois un mail de Monsieur Jancovici. Oui, alors. Et en fait, il avait lu tout mon mail. Il m'avait répondu personnellement. Et j'ai pu échanger quelques mails avec lui la veille de Noël. J'avais trouvé ça extraordinaire qu'il se rende aussi disponible pour mon projet. Je suis personne pour lui. Et en fait, juste cette expérience, si je dois m'adresser à des personnes qui n'osent pas, c'est juste lancer une bouteille à la mer, tester, renseignez-vous,
allez demander. Les gens, ils vont pas vous manger, ils sont très respectueux, ils trouvent ça génial en fait de votre initiative. Peu importe ce qu'elle est, vraiment, faut oser et puis mettre un pied devant l'autre. Faut pas se dire, ok, je vais manger toute la montagne maintenant. C'est juste, aujourd'hui, je fais 3 kilomètres et puis on voit, on voit où on en est. Et puis si au bout d'un moment j'arrête, j'arrête. Là où vous pouvez quand même, enfin, au moment où vous allez vraiment vous poser des questions sur votre investissement, si ça vaut le coup ou pas, c'est quand vous, sans doute, j'imagine, quand vous mettez des billes dans votre projet, parce que c'est sûr qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, et on se dit, mince, si je dois investir, et en fait, l'investissement, souvent, ça vient rarement au tout début du projet. D'abord, il faut passer par l'étude de marché, voire faire un benchmark aussi pour voir l'étude concurrentielle. Il y a plein de petites choses à voir pour le projet avant, et vous pouvez d'ores et déjà travailler sur votre projet avant d'investir de l'argent, bien souvent. Alors, je dis pas que c'est une généralité, hein, il y a toujours des exceptions, mais si c'est le cas, vous perdez vraiment rien à commencer à travailler sur votre projet et personne ne va vous juger si vous arrêtez du jour au lendemain. Vous êtes libre, vous faites ce qui vous plaît, vous avez qu'une vie, vraiment, il faut tenter la chance, hein. Faut tenter le coup. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le grand mot, hein. Il faut oser, il faut être audacieux. Je suis une personne, je pense, qui est assez bien placée pour en parler parce que quand, par exemple, j'étais en première année à l'IG2I, on nous avait dit, oui, si vous voulez, en dernière année, vous pouvez changer votre projet par un projet entrepreneurial, enfin, votre projet de fin d'études et votre stage de fin d'études par un projet entrepreneurial. Et moi, j'étais là, je rigolais intérieurement en me disant, mais vous êtes malade. Moi, déjà, je me mets devant 5 personnes et je parle, je deviens rouge, j'ai la voix qui tremble, je sue, je suis pas bien du tout. Et j'étais vraiment une personne très, très timide. Et ça s'est amélioré avec le temps à force de prendre des initiatives. Et vraiment, c'est pas un souci d'être timide, c'est pas un souci de rougir quand on prend la parole en public, c'est pas un souci de d'être comme ça, vraiment pas. C'est même c'est pas grave, c'est pas un souci, vraiment. Enfin, moi, j'en suis l'exemple en tout cas. Donc voilà. C'est un petit encouragement pour toutes les personnes qui ont peur. N'ayez pas peur, ça sert à rien. Et puis au pire, c'est pas grave, hein, si vous parlez devant une personne que vous rugissez, que vous tremblez, mais que vous êtes en train de proposer un super projet, la personne, elle va vous écouter, elle va pas vous juger, elle va pas vous manger non plus. Donc voilà. Et toi, c'est vrai que moi aussi, je suis vraiment comme toi, même appeler au téléphone, appeler le médecin, c'est la catastrophe. Donc déjà, c'est vrai que personnellement, faire ce podcast, ça me sort de ma zone de confort et en soi, maintenant, c'est presque plus rien en fait d'échanger avec vous, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore un mois, ça me faisait trop peur. Ah bravo Mégane, hein. Franchement, c'est chouette d'avoir sauté le pas parce que c'est tellement enrichissant au final. C'est bien de faire ça, de se donner des petits défis comme ça tous les jours. Faut jamais s'avaler une montagne d'un coup. Faut y aller petit pas par petit pas. Et puis, franchement, bravo pour ton podcast. C'est génial. Merci beaucoup. Bravo à toi surtout. Écoute, de rien. Super. J'étais vraiment contente d'échanger avec toi. Je pense que si les étudiants ils auront des questions, je pense que peut-être qu'ils te les poseront. Je vais mettre ton profil LinkedIn si ça te dit dans la description du podcast. Super, pas de souci. Et écoute, je te dis au plaisir et plein de bonnes choses pour ton entreprise juste ici. Merci, c'est super gentil. Bonne continuation à toi aussi. Merci, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Anouk de m'avoir accordé de son temps. Je vous laisse son profil LinkedIn en description, comme d'habitude, ainsi que le site de Juste Ici. Et si vous avez des questions à lui poser, je pense qu'elle sera ravie de vous répondre. Aussi, si vous souhaitez challenger votre stratégie marketing ou alors si vous souhaitez avoir des conseils en SEO ou en stratégie de contenu, écrivez-moi sur LinkedIn ou bien sur le site de l'agence Sur Place à Emporter. Et pour finir, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast et à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Merci et à très vite pour un prochain épisode.